Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec 179 États, c'est-à-dire la quasi-totalité des 195 États reconnus par les Nations Unies. Il est présent dans la plupart des organisations internationales, soit en tant que membre, soit, ce qui est la situation la plus fréquente, à un autre titre, en général observateur. La présence du Saint-Siège sur la scène internationale pourrait sembler un anachronisme ou une tolérance ayant vocation à se dissoudre dans la modernité. C'est tout le contraire. La personnalité internationale du Saint-Siège est reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. Il faut bien comprendre que le Saint-Siège ne s'identifie pas à l'état de la Cité du Vatican. Le Saint-Siège, c'est le siège, sedes en latin, dont le pape est l'évêque, à savoir le siège de Rome. Il est donc un acteur très particulier des relations internationales, puisque le fondement de sa personnalité et de son action est sa souveraineté spirituelle. Cette action et cette souveraineté ne dépendent pas de la possession d'un État. Si la personnalité internationale du Saint-Siège dépendait de la possession d'un État, elle aurait dû disparaître avec la perte des États pontificaux en 1870. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé. Malgré la perte de ces États pontificaux, le pape a continué à envoyer des nonces, qui sont l'équivalent des ambassadeurs, et à signer des concordats. Néanmoins, Pie IX et ses successeurs considéraient que le statut international du Saint-Siège n'était pas suffisant. Ils considéraient qu'il lui manquait des garanties découlant du statut d'État. C'est ce que l'on a appelé la question romaine. La question romaine ne doit pas être comprise comme une revendication de puissance. De Léon XIII à Pie XI, ce n'est pas des possessions territoriales que cherchaient les papes. Ce que recherchaient les papes, c'était être pleinement libres par rapport à tout pouvoir étatique. Être pleinement libres afin d'exercer leur mission apostolique. Ils considéraient qu'être sujet du roi d'Italie les soumettait au risque de ne plus pouvoir exercer librement leur rôle face aux nations. L'État de la Cité du Vatican a été créé pour répondre à ce besoin. Il a été créé par le traité politique, qui est l'un des pactes du Latran signés entre l'Italie et le Saint-Siège en 1929. L'État du Vatican, ce ne sont que 44 hectares, qui en font le plus petit des États du monde. Comme l'a dit Paul VI devant l'Assemblée générale des Nations unies, il s'agit d'une minuscule et quasi symbolique souveraineté temporelle, le minimum nécessaire pour être libre d'exercer sa mission spirituelle. Il s'agit, ajoutait Paul VI, d'assurer ceux qui traitent avec lui qu'il est indépendant de toute souveraineté de ce monde. Le pape Paul VI poursuivait. Le Saint-Siège n'a aucune puissance temporelle, aucune ambition d'entrer en compétition avec les États. Le Saint-Siège traite avec les États. Il exerce des relations diplomatiques traditionnelles. Des ambassadeurs sont accrédités près le Saint-Siège, tandis que les nonces du pape sont accrédités auprès des États. Les nonces sont aussi les représentants du pape auprès des églises particulières d'une nation. Ils sont ainsi les marques visibles de la sollicitude de l'évêque de Rome pour toutes les églises. Le Saint-Siège signe des accords internationaux avec les États. Ces accords portent sur le statut de l'Église. Le terme générique est concordat, même si dans la pratique, ce terme est désormais employé très rarement. Le Saint-Siège a conclu de tels accords non seulement avec des États catholiques, mais aussi avec des États protestants et orthodoxes, déjà depuis Léon XIII, et avec des États musulmans, depuis Jean-Paul II. C'est le cas du Maroc. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les relations internationales s'exercent dans le cadre du multilatéralisme. Le Saint-Siège y participe, notamment dans le cadre des enceintes du système des Nations Unies. C'est dans ce cadre multilatéral que la diplomatie du Saint-Siège s'est déployée dans tous les grands dossiers internationaux. Et cela du processus d'Helsinki à la Seconde Guerre du Golfe, en passant par la chute du mur de Berlin, la crise en ex-Yougoslavie et le problème israélo-palestinien. Beaucoup de matières sont susceptibles d'être abordées dans les organisations internationales. Mais comme l'a souligné Monseigneur André Dupuy, l'actuel nonce aux Pays-Bas, dans un récent livre intitulé « Le courage de la vérité », le Saint-Siège se refuse à intervenir dans des questions trop temporelles. Depuis le pontificat de Jean-Paul II, les questions justifiant l'intervention du Saint-Siège sur la scène internationale étaient principalement le droit à la vie, le droit à la liberté religieuse et le droit à la paix.
Ces points restent centraux dans la diplomatie du pape François, comme cela ressort de ses actes et de ses discours, en particulier de ceux qu'il adresse au corps diplomatique. Dès son premier discours au corps diplomatique, le 22 mars 2013, le pape François s'est donné comme programme de construire la paix et d'édifier des ponts d'amitié et de fraternité, mais aussi, je cite, de lutter contre la pauvreté, soit matérielle, soit spirituelle, et d'agir pour la sauvegarde de notre environnement. Ces ponts entre les nations, le Saint-Siège contribue à les édifier, comme on l'a encore vu en 2014 lors de sa mission de bons offices, qui a rendu possible le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Ainsi, le Saint-Siège rend parfois possible ce qui semblait difficile, du moins à vue humaine.